Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la lecture du chapitre 3 du Faucon déniché. Chapitre 3, en prison. Martin reçut une nouvelle bourrade. « Allez, dépêche-toi, grogna un des soldats. Voilà un bout de temps qu'il nous fait courir la campagne à cause de toi. »« Où me menez-vous » demanda le garçon de plus en plus effrayé. « Tu n'as pas entendu ? Je n'ai rien fait de mal, lâchez-moi. » Le garde eut un haussement d'épaule. « Ne te fatigue pas, nous on fait ce qu'on nous dit. » Il n'y a rien à espérer. Martin abandonna toute résistance. Il se laissa conduire vers une tour dans laquelle il pénétra par une porte basse. Là, sur les grandes dalles grises, les soldats s'arrêtèrent. « Faudrait peut-être le descendre à la cave, suggéra l'un d'eux. Tu as vu l'âge qu'il a ? On va tout de même pas le faire moisir dans cette humidité. Le seigneur, pour sûr, n'aimerait pas beaucoup ça. » Le garde décrocha une torche qui flambait contre la muraille et dit avant de s'engager dans un escalier étroit : « Allez, passe devant. » Les marches succédèrent aux marches. L'escalier tournait sur lui-même. Martin, docilement, montait vers la prison. Il essaya de chasser sa peur. Demain, sans doute, sire Guilhem demanderait à le voir. Il lui pardonnerait quand il saurait que ce n'était pas pour chasser que Martin avait déniché le faucon. Il lui dirait que... Et puis, ce n'était pas le moment de réfléchir. Il serait bien temps de s'abandonner à ses pensées au cours de la longue nuit qui allait suivre. Les gardes, derrière Martin, s'essoufflaient dans la montée tout en pestant contre la hauteur des tours, contre l'heure tardive et le service qui ne finissait jamais. Enfin, ils s'arrêtèrent. L'un d'eux ouvrit une petite porte. « Te voici chez toi. »« Attendez, coupa Martin. Vous ne voulez pas prévenir mon père ? Il ne sait rien. Il ne sait pas ce qui m'est arrivé. » Pour éviter à sa famille d'éventuelles représailles, il se hâta d'ajouter. « Il n'était au courant de rien. » La consigne, grommela l'homme, sans conviction. « Oui, d'accord. Mais je ne suis pas un prisonnier bien dangereux, moi. Qu'est-ce que j'ai fait, hein ? J'ai déniché un oiseau. Dame, un faucon. Eh bien quoi, un faucon ? Est-ce qu'il y en manquerait par chez nous ? Est-ce que le seigneur n'a pas assez dans ses cages ? » Les gardes se mirent à rire. La façon dont Martin les amusait, il n'avait pas tous les jours l'occasion de se divertir. « Dis donc, Blanc-bec, tu es bien bavard. On verra ça demain. S'il a du bon vin derrière ses fagots, ton père, on ne dit pas non. » Ils refermèrent la porte. Martin entendit dans l'escalier le bruit de leurs pas qui diminuait. Puis ce fut le silence. La nuit étoilée, en cet automne clément. Par l'ouverture étroite, que nulle volée ne fermait, la lune éclairait une botte de paille jetée dans un coin. Depuis quand était-elle là, cette berge ? Et combien de prisonniers avait-elle reçu ? Martin eut le sentiment que, dans ce réduit, on l'oublierait toujours. Il fit le tour des murs et effleura les pierres d'une main craintive. Il eut peur. Peur d'attendre le matin dans la demi-obscurité où peu à peu renaissaient des ululements et Il prêta l'oreille. C'était bien ça, ce frôlement dans la paille, ce grignotement ravageur. On ne pouvait s'y tromper. Un rat. Affamé sans doute. 2, 3. Les récits terrifiants qu'on racontait dans les vieilliers d'hiver lui revinrent en mémoire. Toutes les histoires des prisonniers dévorés qu'il avait entendues pendant qu'il se brûlait les doigts à décortiquer des châtaignes. Maintenant, il se trouvait lui aussi face à ces bêtes immondes. Il recula autant qu'il put et se plaqua contre les murailles. Dans la pénombre, les rats, maîtres des lieux, visitaient la paille, trottinaient, se dressaient sur leurs pattes de derrière, le museau fureteur, toujours en mouvement. L'un d'eux, plus hardi, s'approcha des pieds de Martin. « Va-t'en, sale bête !» Il n'avait pas envie de partir. Le garçon sentit avec dégoût le nez de l'animal sur ses orteils. Il ne put en supporter davantage. D'un élan désespéré, il s'accrocha au rebord de la fenêtre, se hissa, s'assit sans fin. Un vertige le saisit qui lui fit fermer les yeux. Il avait juste la place de se tenir sur cette étroite plateforme. Sous lui, il vit la tour dont le bas se perdait dans l'obscurité des remparts, un créneau qui aurait pu permettre une évasion s'il n'avait pas été si éloigné de l'ouverture, et puis, par-delà l'enceinte, la campagne étrange sous la lumière froide de la lune. Comme elle était silencieuse et lointaine, et puis mystérieuse, la campagne vue de si haut. Étaient-ce les mêmes bois, les mêmes champs qui avaient abrité les jeux du petit garçon et du faucon ? Martin sentit un regret monter à son cœur. Toute cette liberté inaccessible, il décida de rester là jusqu'au matin. Il dut lutter contre le froid qui transperçait son surcot de mauvaise toile. Il dut lutter contre le sommeil. Un moment, son front vint se poser sur ses genoux et tout disparut.
La prison accrochée en plein ciel, les rats, le souvenir du faucon, tout se brouilla. Martin dormait. À son réveil, il frissonna d'effroi. L'aube, en chassant les trous d'ombre, redonnait à la tour toute sa hauteur. Un mouvement, un soubresaut, pendant ces heures d'abandon, et c'eût été la chute dans les lys. Les pays sortaient de la nuit. Les collines bleuissaient. Le vent jouait dans les herbes le long du chemin qui se perdait à l'horizon. Un vrai poste de guet, se dit le prisonnier. On voit jusqu'au moment mort. Combien de temps allait-il falloir passer dans cette pièce étroite? Il commençait à avoir faim, il grelottait un peu. Heureusement, les rats avaient disparu aux premières lueurs du jour. Martin sauta dans la cellule. Il alla inspecter les portes de bois dur, armées de clous, la serrure de fer qui saurait traverser les âges, les pierres du mur, épaisses, rugueuses, inébranlables. Un découragement le prit. Il se mit à pleurer, sans bruit. Les larmes coulaient sur ses joues. Il les essuyait de la main et se barbouillait. Il attendait. Que pouvait-il faire d'autre? Crier? À quoi bon? Sa voix se perdrait dans l'escalier, dans les grandes salles désertes, sur le chemin de ronde où les soldats ne prêteraient même pas l'oreille. Il pleura longtemps. À la paille souillée par les rats, il préféra les dalles froides. Il se coucha, le visage au creux du bras, et resta ainsi pendant un gros moment. Soudain, il entendit une clé jouer dans la serrure. D'un bond, il fut debout. Enfin, l'heure de la délivrance arrivait. On venait le chercher. Sans doute Sir Guilhem l'attendait-il dans la salle basse. Le cœur en fête, il regarda le ventail qui tournait en grinçant. « Je suis ici » allait-il crier. Mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il vit celui qui entrait et, tout de suite, il comprit combien il s'était trompé. C'était un vieux serviteur du château, aussi gris que les murailles. Il referma la porte avec soin et alla jusqu'au centre de la cellule sans s'occuper le moins du monde de Martin. Il aurait dit qu'il circulait dans une pièce vide. Il s'arrêta avant de regarder le coin de ciel à travers la fenêtre. « Va pleuvoir, marmonna-t-il. » Il eut, pour dire cela, un ton accablé que ne justifie pas l'état du ciel. Puis, après avoir secoué sa vieille tête pour exprimer toute sa résignation mal consentie, il sortit enfin de dessous son manteau, une miche de bain, et ensuite une cruche dont il renversa un peu du contenu, tant sa main tremblait. « Voilà pour toi, dit-il avec indifférence. Il s'en retournait déjà vers la porte. Martin, plus rapide, se plaqua contre le bois. « Attendez, cria-t-il. Que va-t-on faire de moi? Me sortir d'ici. » Le vieillard tira sur sa barbe qui se perdait dans les plis du manteau et, sans répondre, il écarta l'enfant. Celui-ci n'osa pas opposer de résistance. « Dites, je vous en prie, quand va-t-on me relâcher? Que le Seigneur va-t-il m'appeler » L'homme le regarda. Il avait dans ses yeux, mêlée à une vague sympathie, la surprise qu'une question aussi saugrenue faisait naître. « Le sait-il seulement que tu es là ?» Martin recula de stupeur. Il laissa son geôlier ouvrir la porte, la refermer. Il entendit la clé grincer dans la serrure. Il venait de comprendre qu'il se trouvait entre les mains du maître fauconnier. Les paroles du vieux tournaient dans sa tête. Le sait-il seulement que tu es là? Est-ce que le fauconnier le garderait enfermé de sa propre autorité, sans prévenir Sir Guilhem? Mais alors, Martin était perdu. Jamais il ne me pardonnera d'avoir déniché un faucon. La chasse au vol est sa passion. Je suis sûr que jamais il ne me pardonnera. Les murailles lui parurent plus épaisses, la porte plus massive, plus haute la fenêtre. Reverrait-il un jour la campagne? Il eut envie d'échapper autant que possible à cet emprisonnement, de respirer l'air du dehors. Il atteignit d'un bond la fenêtre. Les doigts crispés, il grimpa. Un bras, puis l'autre, un nouvel appui, un coup de rein. Recroquevillé sur le rebord de pierre, entre le pays perdu et le cachot, il eut tout le loisir d'établir des comparaisons. Le ciel était bleu, le soleil très doux. Les bois, là-bas, avaient une teinte rousse que Martin remarqua pour la première fois. Près de la paille, la cruche était brune, et brune aussi la croûte de la miche. « Je ne mangerai pas leur pain, je n'en veux pas. Je ne mangerai rien jusqu'à ce qu'on me tire d'ici, et tant pis si je meurs. » Si seulement on pouvait se laisser mourir de faim sans avoir envie de manger. Peu à peu, les crampes d'estomac se firent tellement douloureuses que Martin descendit de son observatoire et s'approcha de la cruche. S'il buvait un pot d'eau, rien qu'une gorgée, est-ce que cela se verrait? Il en but 2. Et ce petit morceau de pain, le verrait-on s'il le mangeait? Il s'assit, le dos à la muraille. Lentement, l'esprit ailleurs, miette après miette, il dévora tout un quignon.
À ce compte-là, autant boire aussi le reste de la cruche. Si les rats avaient espéré faire un bon repas, ils seraient bien déçus. Martin, sa faim un peu calmée, entreprit d'étudier la situation avec plus de lucidité. Il arriva à cette conclusion. Il était à la merci du fauconnier. Il fallait avertir le seigneur. Pour cela, un seul moyen possible, le geôlier. Il attendit le retour du vieillard avec une grande impatience. La journée passa, la nuit aussi. En fait de visite, il eut celle des rats qui, dans le noir, menèrent une sarabande effronée. Au matin, le geôlier ouvrit la porte avec les mêmes gestes minutieux. Il la referma avec une précaution qu'on devinait sans faille et, planté de nouveau au milieu de la cellule, il grommela comme la veille. « Va pleuvoir. »« Mais non, il fait beau, le ciel est bleu, » répondit Martin en se forçant à la dégaieter. « Va pleuvoir, c'est sûr, il y a un nuage. »« Bah, il est si petit. Pourquoi craignez-vous tant la pluie ?» Le geôlier, pour la première fois, sembla remarquer vraiment la présence de l'enfant. Il fixa Martin de ses yeux gris et il dit en tirant sur sa barbe, d'un geste qui lui était familier. « J'ai trop reçu de pluie sur le dos. » Jamais encore il n'avait fait une aussi longue phrase. Ce n'était pas le moment de laisser tomber la conversation. « Il faut que je parle à tout prix, » se disait Martin. Et une petite voix, au fond de son esprit, commençait à murmurer. « Si tu pouvais t'emparer de la clé qui est quelque part dans le pli du manteau, si tu réussissais à ouvrir la porte, est-ce que ce vieillard courait aussi vite que toi dans l'escalier ? Il y a longtemps que vous êtes au château ? Trop longtemps. Et avant ? Avant. La trône rayée du gardien s'éclaira. Ses yeux devinrent subitement tout humides d'émotion. Un sourire, à peine esquissé, sortit du fouillis de sa barbe. Avant, petit, j'étais jongleur. Vous faisiez des tours ? Vous connaissiez des chansons ? Demanda Martin en s'approchant jusqu'à frôler le manteau. J'allais de château en château et je jouais du luth. Vous aviez un ours ? Oh non, je n'étais pas assez riche pour acheter un ours. Mais il n'y avait pas, en Languedoc, de meilleurs conteurs que moi. Vous devez en avoir vu du beau pays. Aux questions de Martin, dites d'une voix haletante qui cachait mal son angoisse, répondait la voix tantôt rêveuse, tantôt chaude d'exaltation, du vieux ménestrel, rappelant son passé. Tout le pays d'Oc. Les neiges des Cévennes dans lesquelles j'ai failli me perdre tant de fois, la Garonne si belle, les plages de Narbonne, plates, avec un soleil qui cuisait. Il n'était plus dans la cellule, il cheminait par la pensée sur les sables de l'embouchure de l'Aude. Vous aimiez les oiseaux ? Oui, je les aime. Enfin, je les aimais. Maintenant, je suis trop vieux. Je ne sais plus ce que j'aime. Vous aimez vous souvenir de ce temps-là, hein ? Dit Martin en glissant une main dans le pli du manteau. Ah, la liberté de toutes ces années. J'étais jeune, je croyais que la pluie qui tombait sur mon dos, que le vent qui traversait ma côte ne pouvait rien contre moi. À présent, je redoute l'humidité de ce château. Mes douleurs reviennent quand apparaît un nuage, sûr qu'il va pleuvoir. Non, il fera beau. Martin venait de toucher du bout des doigts la clé suspendue à un cordon. Et ce cordon était mal noué. Il n'y avait qu'à tirer tout doucement. Mais il fallait parler, endormir la méfiance du vieillard, dire n'importe quoi, pourvu qu'il n'y eût pas de silence. Vous faisiez des tours d'acrobate ? Les plus extraordinaires. Je jonglais avec 4 torches. En me voyant lancer le feu vers le ciel, si vite que j'étais comme enveloppé de flammes, les châtelaines criaient d'effroi. Ce devait être terrible, terrible, tu l'as dit. La clé venait de glisser le long du cordon noué. Alors, pour les rassurer, je jouais quelques notes très douces, une musique de source ou de cœur qui soupire. Puis, je chantais les exploits des chevaliers de jadis, et je voyais des larmes dans leurs yeux. Je la tiens. Les dames me remerciaient d'un sourire et me priaient de rester un jour de plus. Le geôlier revivait sa jeunesse, tous ses succès de baladin d'un autre âge. Lui, le muet, le sombre, l'aigri, une fois lancé sur son sujet favori, était intarissable. L'époque n'est plus la même, les traditions se perdent. « Mais pourquoi avez-vous cessé de chanter » demanda Martin en essayant de gagner la porte à reculons. Dans son dos, il serrait ses doigts sur la clé, comme s'il avait eu peur de les laisser tomber. Ce n'est pas qu'on m'ait supplié de continuer. J'étais demandé dans tous les châteaux. Mais vois-tu, petit,
J'avais tout connu du succès. Je n'avais plus rien à désirer. Je n'allais quand même pas chanter en France pour ces barbares. Bien sûr que non. Martin sentit contre ses omoplates le bois de la porte. Et puis j'étais fatigué. Je te l'ai dit. J'avais trop reçu de pluie sur les échines. Les douleurs s'y étaient mises. Alors, un soir, après avoir jonglé dans ce château pour la mère de notre seigneur Guilhem, je me suis arrêté. Je ne suis plus reparti. Et vous ne regrettez pas la vie que vous meniez s'efforça d'articuler le prisonnier en introduisant la clé dans la serrure. Quel bruit faisait le métal frottant le métal. Martin, tout d'abord, retint sa respiration, puis, pour couvrir ce crissement qui allait le trahir, il ajouta « Racontez-moi encore toutes ces choses. » Sa voix était blanche. Plus que le bruit de la clé, ce fut elle qui le trahit. Le geôlier allait reprendre son histoire, avec entrain renouvelé quand il fut saisi par le son de cette clé. Dans le dos de Martin, la main, elle aussi, se fit plus hésitante. Il y eut un cliquetis. Le vieux s'approcha, saisit le prisonnier et l'envoya rouler au milieu de la cellule avec une force qu'on n'aurait jamais attendue dans un corps si voûté. L'instant d'après, il avait disparu. La porte était plus solidement verrouillée que jamais. Voilà, donc c'est la fin de ce chapitre 3. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et si possible, de laisser un petit commentaire constructif ou des conseils ou quoi que ce soit qui m'encouragerait. Voilà.